Alors bonjour, je m'appelle Hélène Tissandi, je suis maître de conférence et je suis juriste en droit du travail. Quand Olivier Charpato est venu me parler de cette conférence sur les administrateurs salariés, j'étais intéressée, mais c'est vrai qu'en tant que juriste droit du travail, c'est une question qui nous intéresse relativement peu, qui est vraiment à la marge. Donc on a un peu le sentiment que c'est une question qui intéresse le droit des sociétés, donc on s'en approche pas trop. Et je pense qu'à l'inverse, le droit des sociétés traite les administrateurs salariés un peu comme d'autres administrateurs, mais sans forcément s'intéresser au fait que ce sont également des salariés. Donc ce qui m'a paru intéressant dans le thème qui m'était proposé, c'était justement de confronter les deux qualités qui sont réunies dans une même personne. L'administrateur salarié, l'administrateur représentant des salariés, c'est certes un administrateur, comme les autres, nous dit-on, mais c'est également un salarié. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y ait pas une influence du mandat sur le contrat et du contrat sur le mandat. Donc Olivier m'a proposé de tester cette hypothèse qui avait effectivement une influence réciproque et en tout cas des ambiguïtés qui naissaient de cette qualité duale de la même personne. Alors, juste quelques mots pour commencer. De qui va-t-on parler rapidement? Quand on parle des représentants des salariés au comité d'administration, on vise classiquement 4 dispositifs qui sont pour certains très différents les uns des autres. On a effectivement le mécanisme des salariés, des administrateurs élus par les salariés, qui est le dispositif facultatif issu de l'ordonnance de 1986, qui est un dispositif effectivement intéressant, quoique facultatif, qui donne un vrai statut à l'administrateur et en particulier qui leur donne une voix délibérative. Ce qui va plus m'intéresser sont les administrateurs élus par les salariés qui sont dans le dispositif obligatoire issu de la loi de juin 2013, parce que la loi de sécurisation de l'emploi, elle a franchi vraiment une étape importante en rendant obligatoire dans certaines catégories d'entreprises la présence d'administrateurs élus. Alors, évidemment, c'est une loi qui, tout en étant importante, a une portée relativement faible. C'est une avancée qui reste timide quand on voit que les entreprises qui sont concernées sont effectivement les sociétés qui détiennent dans le groupe ou les filiales à la clôture de 2 exercices au moins 1000 salariés et dont le siège social est en France, ou au moins 5000 salariés avec un siège social en France ou à l'étranger. Ça représente un assez faible nombre de sociétés. Malgré tout, les questions posées sont intéressantes. Ces administrateurs élus, ils ont des formes de désignation variées. La loi prévoit que les statuts décident du mode de mise en place. On peut effectivement avoir une élection auprès des salariés de la société mère ou des filiales, mais on peut également prévoir une désignation, selon les cas, par le comité de groupe, le comité central d'entreprise, le comité d'entreprise de la société mère, ou même une désignation par le ou les syndicats les plus représentatifs. Les représentants des actionnaires salariés, c'est une autre forme de représentation, mais là, on est plus proche de l'idée traditionnelle du lien entre administrateurs et actionnaires. Ce n'est pas ce qui m'a été demandé aujourd'hui. Enfin, on a la représentation du comité d'entreprise au CA ou au CS, qui est effectivement une autre forme de représentation, qui est plus liée à l'activité consultative du comité d'entreprise, le représentant du CE n'ayant de toute façon qu'une voix consultative au CA-CS. Donc on va s'intéresser aux administrateurs élus dans les dispositifs facultatifs et obligatoires. Alors, interrogeons-nous sur la réunion de ces deux termes, un administrateur et un salarié. Quels sont les impacts de ces deux qualités sur le mandat et sur le contrat de travail? Il me semble que parmi beaucoup d'interrogations qu'on peut relever, on peut en retenir 2. On peut voir d'abord quelles sont les particularités du statut, comment est-ce qu'effectivement on aménage le contrat de travail et le mandat respectivement pour tenir compte de la situation de ce salarié. Et puis dans un deuxième temps, de voir quelles sont les ambiguïtés ou peut-être plus les difficultés qui sont générées par le mandat lorsque l'administrateur est salarié en termes de carrière, en termes d'indépendance. Et puis cette question qui agite beaucoup, mais qui peut-être en pratique est moins importante, celle de la confidentialité des informations. Sur les particularités du statut, ce qu'on constate, c'est que l'administrateur salarié, il est d'abord assimilé aux autres administrateurs. C'est un administrateur comme les autres. Il a des droits et des devoirs. Et dans le même temps, on lui accorde un statut qui le distingue des autres membres du Conseil. Donc il garde cette ambivalence qui, de fait, va le protéger aussi dans son expression. Sur l'assimilation aux autres administrateurs, il a d'abord des droits, alors des droits les mêmes que les autres administrateurs. Il peut participer aux décisions avec une voix délibérative. Il peut
il a un droit d'information, ce qui est lié au pouvoir de décision. Il peut, dans certains cas, bénéficier de jetons de présence. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un traitement particulier de l'administrateur parce qu'il est salarié. Il ne fait pas l'objet d'un traitement autonome. Malgré tout, il a des devoirs. Alors surgit toujours, j'essaie d'aller assez vite parce que je sais que le temps nous est compté. Il a malgré tout des devoirs, et dans ce cadre-là, on peut en voir particulièrement trois. D'abord, la question de la responsabilité. C'est-à-dire, parce que c'est un administrateur comme les autres, il est responsable au même titre que les autres membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, et il peut voir engager sa responsabilité civile ou pénale, comme les autres administrateurs. C'est un point qui est souvent négligé ou méconnu par les administrateurs salariés, notamment au regard de... il y a un peu cette idée que de toute façon, ils sont couverts, qu'ils n'ont pas besoin d'une assurance particulière. C'est une posture qui résulte de la qualité de salarié, peut-être. Parce que quand on est salarié, le contrat de travail, c'est avant tout un contrat qui transfère les risques de l'entreprise sur l'employeur. C'est-à-dire que le salarié ne supporte jamais les risques de l'entreprise, enfin en théorie. Lorsqu'il est administrateur, il reprend une partie de ces risques et en tout cas, il redevient responsable civilement ou pénalement. Mais à ce titre, il est assimilé aux autres administrateurs. Il a par ailleurs une obligation de discrétion. Alors, je ne vais pas m'y attarder pour le moment parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans les difficultés. Et enfin, il a un devoir, mais c'est une particularité de l'administrateur salarié, il a une interdiction du cumul des mandats. Alors, interdiction du cumul des mandats, cette interdiction, elle est posée par le Code de commerce. C'est l'article 225-30 du Code de commerce, je vous ai mis là, qui est un petit peu illisible, comme souvent les articles de loi, et qui nous dit en fait que dès lors que un salarié est nommé comme administrateur, ou élu ou désigné comme administrateur, il doit renoncer à tout mandat, et qu'il y a une incompatibilité de principe entre les mandats représentatifs et la qualité d'administrateur salarié. Alors quand on regarde ce texte, on nous dit que ce texte il fait une énumération de mandats qui seraient incompatibles avec celui d'administrateur salarié. Donc on peut les voir, il ne peut pas être membre du CE, membre du comité de groupe, délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité, membre du comité d'entreprise européen. On peut se demander si cette liste est limitative. Alors, elle ne l'est pas. D'abord parce que l'esprit du texte, c'est d'interdire le cumul avec un autre mandat représentatif pour justement garantir l'autonomie de l'administrateur salarié vis-à-vis des autres institutions représentatives du personnel. Et c'est bien ce à quoi a conclu la Cour de cassation dans un arrêt. Alors c'est un arrêt du 30 septembre 2005. Elle nous dit que le mandat d'administrateur salarié est incompatible avec tout mandat syndical exercé dans l'entreprise et susceptible de créer des conflits d'intérêts avec les fonctions de membre de conseil d'administration. Donc la Cour de cassation, elle retient une interprétation qui va dans cette logique dominante sur la composition des conseils d'administration, et elle nous dit que là, en l'occurrence, le salarié était permanent syndical, il n'était pas délégué syndical, il était permanent syndical, et c'était considéré comme incompatible avec la fonction d'administrateur. Donc lorsque le salarié devient administrateur, il doit couper tout lien avec les autres institutions représentatives du personnel. C'est ce qui doit garantir son indépendance et son autonomie. Malgré tout, il reste distinct des autres administrateurs. Alors, pourquoi ? On a deux types de distinctions. On a des distinctions qui sont liées à l'existence de la relation de travail. C'est un salarié, donc l'exercice du mandat peut perturber l'exécution du contrat de travail. Malgré tout, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite du fait du mandat. On en déduit quoi comme conséquence ? C'est que le temps consacré aux réunions, conseil d'administration, conseil de surveillance, est considéré comme du temps de travail et doit être rémunéré comme tel. Donc pas d'impact sur la rémunération. Et au-delà de ça, ce salarié se voit accorder un crédit d'heures de fonction qui sera rémunéré comme du temps de travail. Alors évidemment, ça ne couvre probablement pas, je pense, le temps très dilué qui est consacré à l'information, aux rencontres, qui doit être très chronophage. Malgré tout, c'est une certaine protection. Le salarié ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail en devenant administrateur, sauf si, bien sûr, il cesse d'avoir les fonctions techniques qui justifient l'existence d'un lien de subordination avec la société, auquel cas
ce contrat sera suspendu. Enfin, on a des distinctions qui sont liées à l'exécution du mandat, parce que l'administrateur salarié doit disposer des moyens intellectuels pour l'exercice de son mandat. La loi prévoit une obligation de formation. On doit, s'il le demande, cette formation elle est de droit, lui accorder une formation qui serait adaptée à l'exercice du mandat, qui serait financée évidemment par l'entreprise. Ce sont des choses qui sont assez connues en droit du travail. Au-delà de cela, il me semble que ce mandat, il implique trois types de difficultés. D'abord, quant à la carrière du salarié, ensuite, quant à l'indépendance de l'administrateur, et enfin, sur la confidentialité des informations. Quelques mots sur chacun de ces points. L'impact sur la carrière du salarié. Alors, l'évolution des carrières des administrateurs salariés est marquée par deux éléments. D'abord, cet administrateur, ce salarié est protégé contre le licenciement. Donc, il a une protection contre les représailles éventuelles qui pourraient être justifiées par ses interventions s'il parle en conseil d'administration. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de vide juridique sur la carrière, c'est-à-dire que l'impact évident qu'il y a à accepter un mandat sur la carrière, lui, n'est pas pris en compte par la loi. Pour le licenciement, la question elle est relativement simple, surtout depuis 2013. L'administrateur salarié se voit reconnaître la qualité de salarié protégé. Donc, ça veut dire très concrètement que pour le licencier, pour prendre certaines décisions qui ont un impact sur la carrière, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. En revanche, en ce qui concerne la carrière, je vous disais, il y a une espèce de vide juridique, c'est-à-dire qu'à l'issue du mandat, le salarié est censé réintégrer son poste. Alors, on peut imaginer, par exemple, que pour un cadre, ça ne pose pas forcément de problème de réintégrer son poste, mais si on prend un salarié qui n'avait pas auparavant un poste à responsabilité, qui pendant plusieurs années a participé à un conseil d'administration, à un conseil de surveillance, on peut imaginer que le retour dans le poste antérieur sera relativement difficile. Et ce qu'on constate, notamment dans l'enquête de l'IFA 2015, c'est qu'il y a une grande majorité de DRH qui ne prennent pas en compte l'expérience acquise au sein des CA ou au sein des CS pour valoriser cette expérience, ces compétences, et accorder des droits à promotion ou des changements de carrière à l'issue du mandat. Ce qui est un regret pour beaucoup d'administrateurs salariés. Donc ce sont des points qui devraient être anticipés, mais que la loi n'oblige pas à faire. Et toujours dans cette idée-là, sur l'évolution de la rémunération, ce qui est constaté dans la même enquête, c'est que les rémunérations n'évoluent pas ou évoluent peu pendant le mandat de l'administrateur salarié. C'est-à-dire que ces salariés, ils continuent à être évalués pour déterminer leur rémunération, ils continuent à être évalués comme les autres salariés, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un poste opérationnel à côté. Donc, et on ne tient pas nécessairement compte de la charge de travail supplémentaire que représente la participation à un CA ou un CS pour évaluer cette rémunération. C'est-à-dire que c'est souvent pas considéré comme un élément qui pourrait justifier une moindre productivité ou comme un élément qui, au contraire, devrait être valorisé et devrait être rémunéré comme tel. Sur ce point, on peut même se demander si on n'est pas là face à une inégalité de traitement. L'égalité de traitement, elle consiste à traiter de la même façon des salariés qui sont dans des situations comparables et à traiter différemment des salariés qui sont dans des situations différentes. Continuer à traiter un administrateur salarié comme un salarié dans le même type de poste qui n'est pas présent au conseil d'administration, en fait, ça revient à traiter de la même façon des salariés qui sont dans des situations différentes. Donc, ce qui pourrait caractériser effectivement une inégalité de traitement. C'est le juriste droit du travail qui ressort. Est-ce que c'est un administrateur qui représente les salariés ou est-ce que c'est un administrateur indépendant? Alors, pourquoi est-ce que cette question s'est posée? Pour deux raisons. D'abord parce que les termes de la loi de 2013 sont ambigus. La loi, elle nous dit que ce sont les administrateurs qui représentent les salariés. Alors, on ne nous parle pas des administrateurs salariés, mais des administrateurs qui représentent les salariés. Cette nuance, elle semblerait dire qu'ils sont là effectivement pour représenter des intérêts particuliers qui sont ceux des salariés. Alors, c'est le premier point. Et puis, il est évident que, de par leur origine, ces administrateurs salariés, ils ont tous eu auparavant des fonctions de représentation, de délégués syndicaux, de membres de comités d'entreprise. Ils ont cette origine-là qui fait qu'ils ont cette logique qui est de défendre les intérêts des salariés. Est-ce qu'en entrant au conseil d'administration, ils changent de rôle et ils vont défendre l'intérêt social au lieu et place de l'intérêt des salariés?
Alors l'administrateur, normalement, c'est bien son rôle. Il est là pour défendre l'intérêt social et en principe, il est totalement autonome par rapport à celui qu'il a désigné. On peut penser malgré tout que ce détachement il sera plus difficile pour l'administrateur salarié. Malgré tout, ce que l'on constate, c'est que ces administrateurs conjuguent les deux, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement garants de l'intérêt social et en même temps, ils sont là pour porter une voix particulière qui est celle des salariés dans certaines décisions stratégiques. Enfin, les contradictions de ce statut, ce possible conflit d'intérêts entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés, on le voit surgir particulièrement avec le problème de la confidentialité des informations. Alors, quand les administrateurs salariés sont devenus obligatoires, beaucoup de directions d'entreprises se sont effrayées. Alors quand on regarde les débats parlementaires ou les auditions qui ont eu lieu avant l'adoption de la loi de 2013, il y a quelques auditions du MEDEF notamment qui sont assez intéressantes. Et à chaque fois, il est bien dit qu'il est hors de question que ces administrateurs salariés ne soient pas soumis à la confidentialité des informations. Donc la crainte principale, c'est celle de la fuite des informations à l'extérieur du conseil d'administration. Alors, si on se place sur un plan purement juridique, ce que nous dit le Code de commerce, c'est qu'il y a une obligation de discrétion qui découle du statut d'administrateur. Je vous ai remis le texte, mais c'est tout. Une simple obligation de discrétion. Bien sûr, si on va voir le code de AFEP-MEDEF, le code nous dit que c'est plus qu'une obligation de discrétion et que tous les administrateurs doivent se considérer comme astreints à un véritable secret professionnel. Ça, c'est dans le code AFEP-MEDEF. Mais néanmoins, dans le code de commerce, on a une simple obligation de discrétion. Et l'obligation de discrétion, qui n'est pas la confidentialité, l'obligation de discrétion, elle ne vaut que pour les informations qui présentent par nature un caractère confidentiel, donc celles qui pourraient effectivement créer des risques au regard des intérêts de l'entreprise, mais qui sont également présentées comme telles par le président du conseil d'administration. Donc ça restreint quand même considérablement la portée de cette obligation. On devrait en déduire qu'au-delà de cela, il n'y a pas d'obligation de discrétion et pas de confidentialité. Deuxième temps, on passe au grade supérieur, les informations privilégiées et le délit d'initié dans les sociétés cotées. Alors là, on change un petit peu de dimension, mais c'est vrai que la plupart des sociétés qui sont concernées par la loi de 2013 sont des sociétés cotées, et donc le délit d'initié peut être évoqué. Donc, dans ces sociétés, les administrateurs salariés sont détenteurs d'informations privilégiées, sensibles, qui sont reçues dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et ils doivent respecter la réglementation boursière sur l'utilisation, la diffusion de ces informations. Et à défaut, c'est un délit, c'est une infraction pénale. Ça veut dire quoi pour les administrateurs salariés? Ça veut dire qu'en principe, ils ne peuvent pas rendre compte de leur mandat auprès des syndicats ou auprès des salariés qu'ils représentent, des salariés qui éventuellement les ont élus. Donc il y a cette impossibilité de communiquer ce type d'informations. C'est un principe qui est extrêmement strict. Alors, on constate en pratique qu'il y a des accommodements qui sont faits. Alors, je les ai appelés des accommodements hors la loi. C'est-à-dire qu'on voit des administrateurs salariés qui considèrent, par exemple, que ça ne vaut que pour les informations qui seraient données par écrit, par exemple, ce qui donne une certaine liberté de communication orale des informations. Donc là, on est évidemment hors la loi. Certains qui considèrent que ça ne vaut que pour la diffusion à l'extérieur de l'entreprise. Non, ça vaut aussi pour les syndicats et les salariés. On voit également effectivement des salariés qui diffusent des informations à leur syndicat ou à leur comité d'entreprise. Alors, souvent, pas pour diffuser l'information, pour critiquer, mais simplement pour préparer les réunions. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de l'administrateur salarié de partager des documents préparatoires avec un CE, avec un syndicat, pour justement préparer la réunion du conseil d'administration, ce qui faciliterait effectivement un retour d'expérience ou une remontée d'informations, ce qui ne serait pas forcément préjudiciable. Mais malgré tout, ça reste contraire à la loi quand on est dans les informations privilégiées. Il y a une seule exception qui est admise, mais qui va être difficile à mettre en œuvre pour les administrateurs salariés. C'est un arrêt de la Cour de justice, alors à l'époque, la Cour de justice des Communautés européennes de 2005, qui concernait une directive sur les opérations boursières. Et donc, la question qui était posée, c'était de savoir si une personne
qui avait reçu des informations privilégiées en sa qualité de représentant des travailleurs au sein d'un conseil d'administration d'une société pouvait communiquer ces informations au syndicat. Donc l'info avait été diffusée au syndicat et c'était le syndicat qui avait ensuite diffusé, rendu public l'information. Alors la Cour de justice nous dit qu'en principe c'est strictement interdit, mais elle prévoit une exception, mais qui est d'interprétation très stricte. Elle nous dit qu'il est possible à un administrateur salarié de communiquer des informations privilégiées au président d'une organisation professionnelle qu'il a nommée, et ensuite, il est possible à ce président de la communiquer à ses collaborateurs, donc vous avez quand même une diffusion importante de l'information. S'il existe un lien étroit entre la communication et l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, et si cette communication est strictement nécessaire à l'exercice des dits travail, profession ou fonction. Alors sur cette base, on pourrait se dire, oui, mais alors, on pourrait imaginer la diffusion d'informations qui auraient trait, par exemple, à la remise en cause de l'emploi dans l'entreprise, ce type d'information. Malgré tout, ça paraît difficile parce que si vous vous rappelez qu'en droit français, on a strictement interdit tout cumul entre les mandats syndicaux représentatifs et le mandat d'administrateur salarié, ça devient extrêmement difficile de dire qu'il y a un lien étroit entre la communication et les fonctions ou la profession. On a coupé ce lien, justement. Et puisqu'on a coupé ce lien, en même temps, on rend impossible toute diffusion d'informations de ce type, même dans le cadre de cette exception. Donc on le voit, on a un statut légal qui tient compte de la qualité d'administrateur, qui tient compte de la qualité de salarié, un statut légal qui reste inabouti encore, probablement inachevé, et qui laisse les administrateurs dans cet entre-deux qui peut-être mériterait un peu plus de précision. Voilà, je vous ai laissé tracer un tableau à mal. C'est vraiment une esquisse à grands traits. Et je vais laisser mon voisin de droite lui donner matière et couleur. Merci.